c'est à vous, voilà l'interprète, et donc la vision, donc Géraldine, c'est à vous de prendre le bébé comme vous voulez, et ne vous en faites pas parce que je risque de vous interrompre un peu fréquemment. Alors, tout ce vert, est-ce qu'il est vert? Et là, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, Géraldine Réal. Moi, depuis 2019, en fait, je suis à la direction santé au travail de RTE, donc RTE Réseau de Transport et Électricité. Et auparavant, j'étais manager dans les équipes de la maintenance de RTE. Alors, RTE, ce qui est particulier, c'est que donc on a 100 000 kilomètres de lignes à travers toute la France et environ 2700 postes électriques. Et pour s'occuper de tout ça, donc on a 10 000 salariés dans l'entreprise et la maintenance dans l'entreprise, c'est 4 000 personnes qui au quotidien vont s'occuper donc de ce que vous voyez là sur les photos, donc de pylônes, de postes électriques, de liaisons souterraines. On a aussi maintenant des postes offshore et bien sûr du contrôle commande pour piloter tout ça. Et ce qui est vraiment très particulier, c'est que je dirais U égale RI, c'est quelque chose qui existe depuis, qui est là depuis un certain temps, qui n'a pas bougé. Et ce U égale RI fait que en fait, tous nos équipements, là, ce que vous voyez en photo, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que un transformateur, un pylône, ça fait 70 ans que ça a la même tête. Et par rapport à ça, ce qui nous va bouger beaucoup, c'est, vous voyez la diversité des environnements, c'est qu'en fait, les équipes, ok, l'équipement sur lequel elles doivent intervenir, il est assez standard, même s'il y a des générations qui bougent, mais c'est l'environnement dans lequel ils interviennent qui est jamais standardisé. Un pylône, on est en montagne, on est dans la cour de quelqu'un, on est au bord d'un mer, et à chaque fois, quand on veut faire l'intervention, ce qui est très particulier, c'est qu'il faut gérer le risque lié à l'équipement. Donc pour nous, ça va être le risque électrique, principalement, et le risque de travail en hauteur. Et il va falloir gérer tout ce qui se passe autour. Le fait qu'il y a des accès à faire, il y a des tiers à aller voir. Et ça fait que qu'on a du coup une manière d'intervenir qui est gérée. On a un certain nombre de prescriptions vis-à-vis du risque électrique, de comment intervenir sur l'équipement, mais après, ce qu'on demande du coup à nos salariés qui interviennent, c'est une grande autonomie et un certain nombre de compétences pour être capable de préparer le travail, de surveiller le travail, mais aussi d'être celui qui va tenir la clé à molette sur le chantier. Et donc ça, je vais l'interrompre 30 secondes, c'est un truc qui est tout à fait important, c'est que à la fois sont des opérateurs et donc on voit tout de suite un canadien à molette et tout, mais ça demande un gingembre tout à fait important parce que ce que vous dites là, c'est qu'il faut pouvoir anticiper, diagnostiquer et c'est beaucoup d'opérations, encore une fois, qui sont à la fois collectives et en même temps très personnelles, c'est-à-dire qui demandent un engagement personnel tout à fait fort. Complètement. Donc nous, nos équipes, suivant les endroits où elles vont intervenir, vont varier entre un chargé de travaux va devoir piloter soit une dizaine de personnes, soit être juste en binôme. Et par rapport à ça, pour justement le fait que ils aient toutes ces interventions à faire et que c'est dans des endroits complètement différents, nous, par rapport à la montée en compétence de ces personnes, lorsqu'elles arrivent dans l'entreprise, pendant un an et demi, il faut savoir qu'on a un centre de formation qui est à Lyon. Pendant un an et demi, la personne ne va pas être dans son équipe, elle va être détachée et va suivre un certain nombre de chantiers et de formations à Lyon, et aussi des chantiers sur toute la France pour lui faire découvrir donc soit un équipement particulier, soit une manière d'intervention particulière. Et après, il va aussi revenir dans son équipe. Donc pendant un an, vraiment, il y a cette montée en compétences qui a été décidée comme ça depuis une dizaine d'années. Et qui est très importante et très exemplaire, pardon, mais c'est frappant parce que, à la fois, c'est l'intensité de la formation, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment l'intensité, j'allais dire, des compétences, donc de l'acquisition des connaissances et surtout de la connaissance du terrain, de la connaissance des terrains et de leur diversité, et en même temps, l'acquisition de réflexes, voire de réflexes quasiment collectifs,
face à des situations qui changent tout le temps. C'est ça. Alors tout c'est génial, je dirais, ça donne vraiment envie de bosser chez nous, pardon, mais Et du coup, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le quotidien des équipes, donc ils ont une maintenance préventive à réaliser, donc toutes les X années, tous les X mois, ils vont devoir passer sur les équipements. Mais en parallèle, on va aussi leur réserver des chantiers apprenants, donc sur des maintenances beaucoup plus lourdes, qui vont se rapprocher de situations qu'ils vont trouver en avarie. Et donc par rapport à ça, les moments où c'est le plus, je dirais, représentatif, c'est par rapport aux chantiers sur les liaisons aériennes sur les pylônes. Parce que en termes d'avarie, je dirais que quand on a une tempête, c'est là où on va devoir mettre le maximum de monde sur le terrain. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'à peu près une fois dans l'année, il y a différentes équipes qui se retrouvent sur un chantier pour apprendre à travailler ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont répartis sur tout le territoire et qu'ils sont à peu près des équipes de 15 personnes et que chacun a ses petites pratiques, ses petites manières de faire. Et que quand on est en avarie type 99, il faut quand même que tout le monde sache interagir les uns avec les autres par rapport à un vocabulaire. C'est très bête, mais sur des signaux d'alerte, on se rend compte qu'à l'est de la France, il y a des mots qui ne sont pas utilisés côté Marseille et il faut de temps en temps qu'ils se voient pour se comprendre. c'est tout à fait important. Et de ce côté-là, j'aurais tendance à dire, quand est-ce que vous les lâchez? C'est-à-dire, je sais pas si vous l'avez déjà piloté, mais en gros, quand on apprend le pilotage, il y a un moment où le moniteur se dit, ça y est, t'es mûr, tu peux y aller. Moi, je me souviens, ça a été le même trou d'horreur. Je me suis retrouvé avec j'avais tellement les mains cramponnées sur le volant, c'était un truc, que j'avais des ampoules que j'ai gardées pendant 3 mois de terreur. Mais je pense qu'il y a un moment où on décide, comment est-ce qu'on décide qu'on les lâche? Alors, on les lâche progressivement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Donc, on va commencer exécutant, puis après technicien de maîtrise, et puis après chargé de travaux, et enfin ce qu'on appelle coordonnateur, donc un super chargé de travaux. Et donc ça va, alors là pour le coup, c'est un cursus qui va durer plusieurs années. Parce que suivant la complexité des chantiers que les gens vont devoir mener, la complexité technique aussi, le lâchage ne va pas être direct, même si parfois, malheureusement, il y a une réalité à laquelle nous sommes confrontés comme toutes les entreprises, c'est le renouvellement de la population et le fait qu'il y a un moment, dans l'équipe, il y a 10 personnes, il faut que les 10 personnes travaillent. Donc ça, il y a tout un équilibre qui est, je dirais, quotidien pour arriver à faire en sorte que les gens ne soient pas mis en difficulté par rapport à la tâche qu'ils ont à réaliser, mais tout en pouvant réaliser la tâche. Je ne sais pas si vous voulez que je vous pose globalement la question maintenant, mais ça veut dire que ça, le siège de la Défense, pardon, de vous traiter de siège de la Défense, mais il ne peut pas être partout. Donc ça veut dire que les managers opérationnels directs, c'est eux qui prennent ces décisions-là. C'est pas les gus là-haut, enfin, non. Nous, vraiment, il y a une véritable autonomie par rapport au manager d'équipe pour savoir à quel moment il va mettre son gars sur tel ou tel poste. Et par rapport à ça, donc la structure donc d'une entité, il y en a 30 dans toute la France, ça va être donc 4 ou 5 équipes qui vont être managées par une équipe de direction. Et vraiment, on est sur sur une centaine de personnes. Donc, on est sur, on appelle ça nos PME, qui, justement, prennent ce type de décision opérationnelle de savoir à quel moment ils n'interviennent pas. Et côté des RH, pour eux, c'est complètement, c'est pas un champ sur lequel ils travaillent. Mais ce qu'on sent aussi, c'est que il y a une capillarité finalement très profonde entre le métier, j'allais dire opérationnel concret, d'intervention, de maintenance, en l'occurrence d'intervention, et la dimension prévention, la dimension réflexe, santé, sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis, Delphine, vous me donnez des coups de pied quand il faudrait que je vous passe la parole. Par rapport à la prévention, nous, la volonté, c'est pas de faire la prévention en plus du geste métier. Non, c'est vraiment de faire en sorte que le geste métier soit fait en sécurité. Et du coup, par rapport à ça, ça veut dire que les formations que l'on fait, en fait, on va pas avoir forcément des formations dédiées à la sécurité,
Mais on travaille donc avec notre centre de formation pour que dans les formations qui font ce geste métier, justement, les aspects sécurité soient directement intégrés. Donc ça, c'est une première façon de faire. Ou alors par rapport à des démarches que l'on souhaite déployer côté direction santé au travail. Donc on en a une sur les pratiques de fiabilisation, c'est-à-dire comment je mets en place le point d'arrêt, comment je mets en place un briefing. Là, on a plutôt laissé la main à chaque métier, chaque région, chaque métier, chaque région, en fait, pour donner des exemples qui soient, faire des animations au plus près des équipes concernées avec des exemples qui concernent l'équipe et des exemples aussi qui concernent la région pour vraiment que les gens soient embarqués dans la diffusion de ce type de pratique. C'est une approche qui est complètement intégrée, en fait. C'est complètement intégrée, métier, territoire, parce que, j'imagine, on imagine bien que vous me disiez, c'est que, même ne serait-ce que pour l'entretien courant, je pense, on va pas parler tout à l'heure des crises, mais pour l'entretien courant, il est clair que des pylônes au bord de la mer et des pylônes dans les terres, c'est pas le même degré de corrosion, c'est pas le même type de risque, et donc, il y a une intégration totale là-dedans. Et alors oui, parce que je voulais dire, c'est qu'en préparant pareil, en préparant notre table ronde, moi j'aime bien toujours regarder ce qui se passe un peu ailleurs, c'est-à-dire notamment à l'étranger là-dessus. Et ce que j'ai trouvé, ce que disait, on échangeait avec Delphine tout à l'heure là-dessus, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, un jour il faudrait qu'on essaye d'en faire venir, c'est le Japon. Au Japon, la culture de maintenance est tellement intégrée que il y a presque plus de mainteneur en tant que tel. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur, il est complètement formé à intégrer cette culture, globalement cette culture à la fois de culture de la prévention et culture de la maintenance. C'est vraiment les deux. Ce qui fait qu'il n'y a plus de mainteneur, il n'y a pas tant que ça de préventeur parce que c'est continu. C'est globalement continu et c'est avec vous, d'un certain côté, le seul pays que j'ai trouvé de façon aussi exemplaire là-dessus et c'est dans l'activité industrielle, de service et dans l'entretien, et dire quasiment de l'activité de bureau. Hein, voilà. Donc ça, je vous filerai ça si ça vous de ce côté. Est-ce qu'on pourrait revenir avant de passer la parole à Delphine 2 secondes sur les avaries, c'est-à-dire en gros, donner-nous un exemple. Donc on voit bien que continuellement, finalement, tout se prépare à ça, il va faire en formation, les interventions, tout ça. Et le jour où vraiment la post-mortem, grosse arrive, genre 99, genre la tempête de l'Allier, genre, ce qu'on avait vu avec nous aussi, c'était les incendies, dans la région, bordelaise, et donc, dans ces cas-là, en plus rétablir, enfin, la mission, c'est vraiment, vous êtes par définition une entreprise à mission, je me rappelle du pouvoir après, ça c'est, et de chercher un label, c'est une vraie définition de ce côté-là. Comment vous faites comment on réagit, maintenant, ça va avoir dans cette fois-ci vraiment, maintenant, oui. Donc en fait, les gens qui vont intervenir sur ces avaries, ce sont les gens qui font la maintenance au quotidien. Et donc par rapport à ça, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que à RTE, vraiment les salariés, ils sont imprégnés de la notion de service public. Et quand l'avarie survient, il y a une émulation qui se crée, qui est vraiment, qui se sent, j'ai envie de dire, à tous les étages de l'entreprise, où il faut rétablir le courant. Et une émulation et une hyper vigilance qui se met aussi en place et qui fait que lorsqu'on a des avaries, c'est pas là où on va avoir des accidents. Là vraiment, dans les avaries, pour moi, RTE est vraiment au top de ce qu'il sait faire. Et du coup, il y a vraiment tout ce qu'on a préparé en amont qui se met en place naturellement et qui du coup fait que ça se passe bien. Malgré la difficulté, la fatigue, les accès qui peuvent être très compliqués. Moi, j'ai eu des avalanches de pylônes, dans des pylônes qu'il a fallu réparer. Quand on a 10 pylônes qui sont par terre, ça devient très compliqué. Quand on a, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques années, la gare Montparnasse qui a arrêté de fonctionner parce qu'on a eu un incendie dans un poste électrique. Il faut savoir que en une semaine, on a reconstruit un poste temporaire, pour que ça passe, quoi. Et là, vraiment, il y a eu une émulation par rapport à ça. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas sur Paris, j'étais en Normandie. On nous a appelés en Normandie pour prêter du renfort à Paris. Et tout le monde y allait et il n'y avait aucun souci. Et tout s'est bien passé.